On a eu plusieurs séquences ce matin que je résumerai avec cette citation que vous devez sans doute tous connaître, le poids des mots, le choc des photos. Et on a le plaisir, en début d'après-midi, d'accueillir pour cette session carte blanche A, qui est une séquence qu'on renouvelle chaque année, d'accueillir Catherine Olivet. Alors je te présente, mais je pense que toute la salle te connaît, fondatrice de l'association France Alzheimer 93 et présidente du conseil d'orientation de l'espace de réflexion éthique Île-de-France notamment. Et ce sera une carte blanche à 2 voix avec Fabrice Brésil. Donc, mille merci Catherine de ta présence, on est honorés. Et donc, cette carte blanche sera une conversation entre Fabrice et toi. La parole est à vous. Merci Federico. Alors, il y a des personnes qui sont des pionniers dans un domaine, c'est-à-dire qui vont indiquer un champ ou un espace qui n'a pas encore été découvert, identifié, qui pose des jalons importants après dont les autres s'inspirent et dont on a vraiment plaisir à entretenir et à cultiver. Je suis un peu ému, donc je vais essayer de parler normalement, mais à cultiver l'héritage. Catherine, elle a été pionnière dans le champ qui est le nôtre, l'éthique et des maladies neuroévolutives. Je sais qu'il y a eu d'autres pionniers avant elle, et je sais que quelqu'un comme le professeur Robert Moulias est quelqu'un qui a été aussi important pour elle. Mais Catherine a vraiment été la personne, y compris pour Emmanuel Hirsch, qui le dit souvent, qui a indiqué cet espace que sur le champ de ces maladies dont on parlait encore assez peu à la fin des années 90, il y avait des choses importantes à penser, des choses importantes à travailler. Catherine, elle nous accompagne depuis plus de 20 ans. Moi, je la connais depuis plus de 15 ans. Elle nous a apporté des éléments conceptuels, des éléments de réflexion sur ce champ de la réflexion éthique dans ce domaine. La notion de présomption de compétences, par exemple. Mais si vous regardez dans toutes les éditions de l'Université d'été, elle a à chaque fois intervenu avec ce que moi j'appelle une forme de poil à gratter aussi. C'est-à-dire que non seulement elle pense, comme vous allez le voir, mais elle est aussi capable de penser contre elle-même et à chaque fois de pointer nos facilités de penser. Moi, je l'ai connue, j'étais tout bébé. Et voilà, j'ai appris, je me suis nourri à ces enseignements. Emmanuel le dit tout autant, donc je pense que c'est un constat partagé. Et donc on a décidé que cette carte blanche, voilà, ce sera un entretien. Catherine, la première question, comme Catherine est présidente de notre conseil d'orientation, on discute avec elle les décisions qu'on prend, et notamment il y avait cette question du titre un peu épineux de cette université d'été. Et dans une première version du programme, on avait indiqué de manière très sartrienne retrouver les chemins de la liberté. Et Catherine, au moment d'une discussion avec elle sur cette hypothèse-là, m'avait pointé, tu m'avais dit retrouver les chemins de la liberté, il faudrait peut-être un peu plus nuancé. Et est-ce que tu ne crois pas que ce serait mieux retrouver des chemins de liberté? Est-ce que tu veux bien reprendre et redévelopper un peu cette nuance à laquelle tu nous as incité? Alors, je remercie bien sûr Fabrice de ces jolis mots, à part que je croule sous le poids des ans quand il me dit que je suis historique, initiale, enfin, etc. Bon, voilà. Moyennant quoi, moi, je voudrais vous dire qu'il y a une autre personne qui est extrêmement initiale pour nous tous et qui doit l'être pour vous tous. C'est Armelle Debru, avec une chronique qu'elle tient depuis des années qui s'appelle « Le sens des mots ». Moi, je suis très frappée dès qu'on est dans le champ des vulnérabilités. Hein, c'est un terme un peu large, un peu ouvert. Dès qu'on est dans le champ des libertés, je vois bien combien le premier des pièges, c'est d'être réunis autour d'une table, de disserter sur le sujet, et personne autour de la table ne partage le sens des mots utilisés.
C'est la même chose si vous essayez de créer des lieux de réflexion au sein de vos établissements sanitaires ou médico-sociaux. C'est la même chose si vous voulez faire quelque chose au niveau pas en infraterritoire, en département, ce que vous voulez en région. Il n'y a pas de progrès possible si on ne commence pas autour de la table par dire voilà quels sont à peu près les mots qui me paraissent essentiels par rapport à la thématique que nous avons choisie. Et à partir de ces mots essentiels, toi, qu'est-ce que ça a comme sens pour toi ? Le sens des mots, partager le sens des mots, être tous d'accord avant toute discussion. Et je ne pense pas que la liberté existe tant que ça, dès que tu es sous la contrainte de certaines maladies, voire même des maladies. Alors c'est une liberté qui peut être provisoirement attaquée si c'est une maladie dont on peut guérir et on va retrouver après ça ses compétences. Mais selon le type de maladie, de toute manière, tu n'es jamais totalement libre quand tu es en situation d'endurer une diminution, endurer une douleur, endurer un médecin plus ou moins adroit pour te donner des bonnes nouvelles, plus ou moins adroit pour respecter que tu es peut-être vieux, que tu perds peut-être la tête, mais il te reste 2-3 belles choses à dire et à faire, enfin, etc. Donc voilà, moi je vous supplie de ne pas partir dans de la théorie, dans du virtuel, mais bien de commencer par dire je ne vais peut-être pas révolutionner le monde, je ne vais peut-être pas révolutionner l'éthique dans les EHPAD, mais sur cette question-là, voilà ce que nous devons d'abord partager avant d'entamer tout partage de regard, tout débat, tout ce que vous voulez. D'abord, qu'est-ce que tu veux dire et qu'est-ce que tu veux. Et donc, il y a des chemins différents pour accéder à une forme de liberté qui ne s'appelle pas obligatoirement la liberté. Est-ce que tu veux en indiquer quelques-uns, des chemins ou des formes de liberté ? Je sais qu'on avait évoqué les libertés de choix, les options. Oui. C'est vrai que on le ressent tous, mais regardez toutes les contraintes qui ont été vécues dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans plein d'endroits directement liés à cette crise Covid qui a généré un effondrement des droits et des libertés. Regardez comme on voit bien comme c'est extrêmement facile d'attaquer le droit de choisir. C'est un des droits les plus fragiles, me semble-t-il, pour moi, et encore plus quand tu es vulnérable, et encore plus quand tu es dans un lieu d'enfermement. Quand je parle de lieu d'enfermement, je ne parle pas obligatoirement la prison ou le service de psychiatrie. Je parle bien des lieux ordinaires de l'enfermement. L'enfermement, c'est quand il n'y a plus de regard tiers, de regard qui peut se poser sur toi. Quand il n'y a plus que des personnes qui sont plus ou moins en situation de conflit d'intérêts entre le sanitaire, le social, l'animatrice, le médecin co, le département qui finance, etc., etc. Plus personne ne pose sur toi un regard aimant et libre. Le conflit d'intérêts, il vous guette tous, il nous guette tous. Donc ça veut dire partager le sens des mots, ça veut dire s'interdire les conflits d'intérêts, c'est-à-dire partager le cœur de ce qui fait la dignité de l'homme
pour lui permettre d'accéder à vraiment un vrai droit au choix. Et je redis, même si ce choix est limité, il est limité par la maladie. Si on dit à Madame Dupont, vous préférez du camembert ou à yaourt, et que c'est dans l'abstrait, c'est-à-dire le chariot, il est resté dans le couloir, et il y a une petite voix non identifiée par la personne très désorientée qui dit « Vous voulez un yaourt ou du camembert, Madame Dupont ?» En lui tournant le dos, c'est mieux pour identifier, d'accord ? Vous n'avez plus le choix. Vous êtes incapable d'exercer votre droit au choix. Mais si la personne prend la peine de vous montrer un yaourt et de vous montrer une part de camembert, là, même si vous n'avez plus les mots, vous pourrez tendre le droit et retrouver le droit de choisir. Donc ça nécessite de trouver des chemins de liberté, la liberté de recréer le droit au choix autrement, même quand tu es dans un fauteuil roulant. Il y a une deuxième observation que tu nous as fait sur une version initiale du programme, et d'ailleurs c'est resté dans le titre. On a intitulé un de nos ateliers « Préserver une vie affective et une vie intime ». Et tu nous as dit, mais soyez prudents parce que vie affective et vie intime, ce n'est pas la même chose. Et soyez vigilants à l'injonction à avoir, dans une société moderne, moderniste, de l'injonction à avoir une vie intime. Alors, c'est la grande déclinaison qui finit par devenir complètement humoristique, et encore avec le sens des mots. C'est quoi la vie intime ? Est-ce que la vie intime se résume à la vie sexuelle, par exemple ? Comment s'exprime ton besoin d'intimité ? Est-ce que c'est ton corps qui te dicte l'intimité, ou est-ce que ce sont les mots qu'on va utiliser pour te parler, pour te décrire, pour te limiter ? Vie intime. Alors, écoutez voir, mes chéris, je ne suis pas la seule à avoir des cheveux blancs ici. Enfin, il y a aussi beaucoup de jeunes. Je veux dire, plus on vieillit, plus on sait bien que vie intime, il y a plein d'intrusions qui sont faites par la femme de ménage, par tes enfants qui t'adorent et qui veulent te protéger, par les limites que ton corps t'impose, par alors c'est peut-être un mot qui va étonner beaucoup les jeunes générations, mais moi je suis d'une génération, et je ne suis pas la seule, où le mot pudeur a un sens. Pudeur du corps, pudeur des sentiments, pudeur de ce qu'on attend de la vie. Voilà, les réseaux sociaux. Alors, je sais bien que je vais radoter comme une pauvre vieille, mais je veux dire, l'étalage des réseaux sociaux, l'étalage des photos privées où de malheureuses jeunes filles se retrouvent harcelées parce qu'elles ont montré leurs fesses, qui peuvent aboutir à ce qu'on voit avec le meurtre d'une jeune fille par son père, le meurtre du petit ami d'une jeune fille par son etc., etc. Je veux dire, nous avons basculé extrêmement vite sans que les esprits aient le temps de s'éduquer à contrôler tout ça. Et donc nous avons basculé dans une société ostentatoire qui montre tout en mots, en photos, et que tout ça, ça part à des centaines de milliers, pour ne pas dire parfois des millions d'exemplaires, partout, sans aucun contrôle, fait que le mot pudeur a disparu du monde d'aujourd'hui. Disparu. Or moi, ce mot pudeur, il est extrêmement référent. J'ai absolument pas envie que tout le monde sache que je suis vieille et malade. J'ai absolument pas envie que tout le monde sache que je ne suis plus qu'un paquet d'os. C'est ma pudeur. Alors, comme ça, je garde une veste, comme ça, j'ai l'impression de vous pouvez croire que je suis autre chose qu'un paquet d'os. Voilà. Plus sérieusement, je veux dire, cet étalage, cette disparition de la pudeur du privé,
fait qu'il y a des tas de conséquences. Et dès que tu as des atteintes cognitives, que tu n'es plus en capacité d'imposer ton choix de la pudeur, quand, sur quel sujet tu veux, tu attends, tu espères, tu exiges de la pudeur, comment l'exercer ? Comment l'exercer encore dans une société de l'étalage et du paraître impudique ? C'est une vraie question de société. Comment allez-vous faire, vous, dans les lieux où vous exercez professionnellement, pour que cette personne... Vous savez, je pense aux animateurs, animatrices dans les EHPAD qui aiment... Alors, ils sont formalistes, hein, ils recueillent le droit, l'autorisation du droit à l'image, etc. S'ils font une fête où le personnel va être les résidents vont être photographiés. Sur le plan formaliste, c'est extrêmement respecté, quasiment. Est-ce que c'est respecté sur le fond de la pudeur ? Il faut vous poser la question là. Et c'est urgent parce que l'impudique a envahi. Voilà, donc il y a des mots comme ça qui sont, dont il faut essayer quand même de partager le sens du plus grand nombre. Je pense à ces chambres aux portes ouvertes, systématiquement, où tout le monde voit tes fesses, quoi. C'est très énervant ça peut mettre des personnes éduquées dans la pudeur, ça peut les mettre à mal. C'est vraiment très prégnant à l'hôpital, ça. Les chambres à 2 lits, nos hôpitaux publics de merde qui n'ont pas été capables de passer correctement le virage de la chambre individuelle, qui font que tout le monde voit les fesses de l'autre. Et quand en plus on ne ferme pas la porte, c'est 2 paires de fesses qu'on peut s'offrir. T'as 3 ? Youpi, quand c'est des vieilles fesses toutes plates comme les miennes. Tout ça il faut que vous soyez pudiques pour ceux qui ne sont plus capables d'exercer ce qui pourtant est référent pour eux. Ceux qui se promènent le derrière à l'air dans les couloirs de l'EHPAD. C'est à vous d'essayer de trouver des réponses respectueuses, non contraignantes, mais qui puissent inspirer le respect de la pudeur. Une question qui est liée, qui est un peu différente, mais qui est liée. Est-ce que j'ai le sentiment que quand on a échangé, tu m'as dit quelque chose qui ressemble à... On peut plaquer sur des personnes qui avancent en âge des attentes ou des besoins en termes d'affection ou de relation au corps ou de relation au corps de l'autre qui ont pu être les leurs à un moment donné de leur existence et qui ne sont plus, et qu'on peut, sous prétexte de préserver la vie affective ou une vie intime, imposer des attentes à des personnes qui ne sont plus les attentes qu'elles ont aujourd'hui. Est-ce que... Tu veux développer un peu ? On fait tous plus ou moins un peu de projection quand même, hein, c'est normal, c'est humain. Donc, que ce soit dans le personnel ou dans les familles, il y a toujours un peu une vision, tu vois. Et c'est ta vision. Et tu as toujours une petite faiblesse qui est de croire que la vision de la personne vulnérable, elle est la même que la tienne. Ce que rien ne démontre en réalité. Parce qu'elle n'a pas le même âge, elle n'a pas la même culture, elle n'a pas reçu la même éducation, on ne lui a pas offert les mêmes possibilités, donc c'est pas sûr du tout. C'est très difficile de ne pas se projeter, et c'est très difficile d'être créatif sans passer par le biais de se mettre un peu à la place. Là aussi, j'aurais envie de vous proposer comme réponse que je n'ai pas de bonne réponse. Je n'ai pas de réponse valable pour tous, mais il y a une piste. La piste, c'est d'être à plusieurs. Plus on fait les choses avec plusieurs pères d'yeux, et plus on a des chances de s'interdire l'abus, de s'interdire la schématisation, de s'interdire la caricature. Pour moi, un des mots les plus essentiels de l'éthique
dans plusieurs formes d'éthique, hein. Mais un des mots les plus essentiels, c'est la collégialité. C'est rien tout seul. Vous savez, les associations revendicatives, que je ne suis pas du tout, clament rien sans nous. Les associations du champ du handicap, en particulier, rien sans nous. Moi, c'est pas ça mon obsession. Mon obsession, c'est plutôt rien sans les autres. Rien sans plusieurs regards complémentaires et qui s'additionnent. C'est la seule façon d'échapper à l'absolutisme. Et c'est la seule façon non pas de réussir, mais de se rapprocher de l'essentiel. Mon autre question, elle porte, comme tu as eu un regard et tu as suivi toute cette réflexion qu'on a menée ensemble depuis un peu plus de 10 ans, on se demandait comment est-ce que cette réflexion a évolué. Est-ce qu'on est en train de ressasser depuis Aix en 2011 les mêmes questions et les mêmes façons de faire? Est-ce que les débats ont évolué? Est-ce que les questions éthiques ont évolué? Et je sais que sur la parole des personnes malades, tu avais notamment des réflexions. Alors, est-ce que vous avez comme attente que je vous dise authentiquement ce que je pense? Je suis précautionneuse, hein, parce que je ne voudrais pas que vous m'attendiez à coup de bâton à la sortie. Comment je vais dire ça? Voilà, si je veux être totalement authentique, je vais vous dire quelque chose que je pense et ressens profondément. Je pense que nous, collectivement, hein, nous avons porté pendant des années d'authentiques progrès. Authentiques progrès. Pas aussi rapides. Excusez-moi. Pas aussi rapide que je l'aurais souhaité. Pas aussi important que je l'aurais souhaité. Mais nous, collectivement, avons porté d'authentiques progrès. Ces authentiques progrès se sont littéralement effondrés sous les coups de boutoir des lois d'exception sanitaire sous lesquelles l'ensemble de notre société a été mise depuis 2 ans. Loi d'exception. Ce qui fait que ça m'a appris ce que la vie m'avait déjà appris, c'est que c'est long de construire et qu'on déconstruit très vite. Que c'est long de progresser et que l'on peut achever ses progrès très très rapidement. C'est malheureusement ce qui s'est passé réellement. C'est vraiment ce que je ressens dans tous les lieux. D'accord ? Ma question est, et ça c'est une de mes grandes joies de l'espace éthique, c'est qu'il y a des jeunes merveilleux, il en est un, il n'y a pas que lui, heureusement, il y a des jeunes merveilleux, parce que moi j'ai plus trop le temps. J'ai plus trop le temps d'attendre, j'ai plus trop le temps de ressemer, de relabourer, de réinitier. Je compte sur vous. Je compte sur vous parce que je pense que c'est vraiment entre vos mains et je vais vous susurrer d'une voix abominable. Vous savez que, sauf erreur, vous serez vieux un jour vous-même. Et si vous n'êtes pas vieux, c'est que vous êtes mort. Donc, je vous encourage, vu la lenteur des progrès, je vous encourage à vous y mettre tout de suite, si vous voulez. Accessoirement, si je peux, au virage, bénéficier juste avant de crever quelques-uns de vos combats, je serais contente. Mais voilà, c'est pour ça que je te dis, quelque part, j'ai une vraie tristesse parce que cette brutale attaque virale, c'est le cas de le dire, hein, a fait que j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Sur certaines questions, j'ai l'impression qu'on revient en arrière. Sur certaines questions, je vois des nouvelles têtes qui se posent celles qu'on se posait il y a 10 ans ou il y a 15 ans, tu vois. Ça me... Et puis de temps en temps, on fait des rencontres merveilleuses. J'en ai fait une tout à l'heure
pendant le déjeuner avec des jeunes et tu te dis, ah, youpi, celui-là, il va me sauver la vie. Donc c'est possible. Voilà. Pour moi, le facteur très optimiste, c'est que c'est possible. C'est possible de le faire, c'est possible de le réussir, mais il va vous falloir drôlement ramer les copains, et puis drôlement être volontaire, et puis drôlement être engagé. Maintenant, ça dépend que de vous, pas de moi, plus de moi en tout cas. D'accord ? Voilà. Et puis, je voulais vous dire que... alors, c'est un personnage très connu qui a dit ça, c'est quand les hommes ne peuvent pas changer les choses, ils changent les mots. C'est un des pièges les plus terribles qui vous menacent, vous tous, professionnels engagés. C'est pour édulcorer, pour éviter de se faire mal, pour se donner les faux semblants de réussir quelque chose. C'est d'édulcorer les mots, c'est les euphémismes, vous savez. C'est ce qu'on a évoqué avec la situation des personnes. On n'utilise plus que des euphémismes, on n'utilise plus que des acronymes. Et moi qui ai consacré beaucoup de temps à mon ARS d'Île-de-France et à un certain nombre de lieux comme ça, et vous savez qu'ils arrivent à me pondre un acronyme par semaine. Les jeunes gens charmants de 40 ans du ministère. Et en plus de ça, ils arrivent à me pondre dans la colonne acronyme sanitaire les mêmes acronymes dans la colonne médico-sociale, mais bien évidemment, le déroulé de l'acronyme n'est pas le même. Mais sur le somptueux diaporama qu'on me présente, c'est le même acronyme. Et t'as la vieille qui dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, les acronymes d'aujourd'hui, c'est la fuite en avant, c'est le piège, c'est le mensonge de ceux qui n'arrivent plus à être authentiques et qui se donnent comme ça des... C'est Jean Jaurès qui a dit ce que j'ai raconté tout à l'heure. Juste pour vous dire, comme ça en passant. Voilà, on ne change pas les choses et on utilise d'autres mots et on revient en arrière. C'était ta question. On revient à la case départ d'il y a 15 ans ou d'il y a 20 ans. Je vous demande d'applaudir Catherine Olivet. Je suis très touchée, vraiment, sincèrement, très touchée. Et alors, vous avez remarqué que je ne vais pas prodigieusement bien. Mais si vous saviez l'espèce d'injection absolue de foi dans la vie que vous m'offrez cet après-midi, c'est fantastique. Moi, je vais vous offrir ma fille. Enfin, elle aurait dû être là, mais elle n'a pas pu. Je vous offre la relève. C'est ma fille qui, malheureusement pour elle, atteinte d'une forme précoce de la maladie de Parkinson, donc qui faisait partie de la table ronde, son médecin n'a pas voulu qu'elle monte dans un avion, donc elle n'a pas pu être là, mais je crois que vous avez enregistré. Et vous allez voir, c'est pas parce que c'est ma fille, mais vraiment, c'est un peu un personnage quand même. Je ne sais pas de qui elle tient ça. Je voudrais vous donner juste un exemple de mes incompréhensions, par exemple, où je supplie tout le monde, les grands neuros, les grands plans, les grands diagnosticiens, faites un effort. Vous voyez, quand on a 50 ans et qu'on a une maladie d'Alzheimer, par exemple, eh bien, on a un Alzheimer précoce. Le mot précoce, quand je vous parlais tout à l'heure du sens des mots, le mot précoce, il porte sur l'âge du malade ou sur le stade de la maladie. Si vous éclaircissez pas ça, vous n'allez pas vous comprendre. D'accord ? Eh bien, quand vous avez une maladie de Parkinson à 50 ans, ma très chère fille
a été diagnostiquée à 45 ans, elle en a 51 maintenant. Et ben les neuros, ils ont inventé un truc vachement plus joyeux. C'est un Parkinson juvénile. L'invention des neuros est sans borne. Et alors Florence, qui a un sens de l'humour dont je ne sais pas de qui elle a hérité, dis-moi, tant qu'à être juvénile, j'aurais préféré avoir de l'acné.